Bonjour Daniel Saada. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Je voudrais démarrer cet échange, Daniel Saada, avec ces informations du journal qatari Al-Arabi Al-Jadid. Celui-ci affirme que des discussions seraient actuellement menées entre plusieurs capitales occidentales et arabes en vue d'aboutir à un accord global permettant sommairement 3 choses principales. D'abord, l'absence de frappe du Hezbollah et de l'Iran contre Israël. Ensuite, la mise en place d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et la libération des otages enfin. Est-ce qu'il serait dans l'intérêt d'Israël, selon vous, Daniel Saada, d'accepter un tel accord? D'abord, vous savez, quand j'entends que l'on essaye d'obtenir un accord pour que le Hezbollah cesse de nous attaquer, le Hezbollah n'a pas arrêté une seconde depuis le 7 octobre. Alors oui, bien sûr, il y a les menaces que Nasrallah ne cesse de faire entendre, mais je rappelle que depuis le 7 octobre, sans qu'il n'y ait eu la moindre provocation de la part d'Israël, nous sommes tous les jours agressés à partir du territoire libanais, et ce dans l'indifférence et l'impunité la plus totale. Lorsque j'entends justement toutes les condamnations, toutes les mises en garde ou les appels à la retenue que nous entendons depuis ces derniers jours, je me dis que j'aurais bien aimé entendre ces appels à la retenue depuis le 7 octobre. Le nord d'Israël est aujourd'hui à feu et à sang depuis plusieurs mois. Des centaines de milliers d'Israéliens ont été obligés d'être évacués, vivent comme réfugiés dans leur propre pays. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sans aucune provocation de notre part, la souveraineté d'Israël est violée chaque jour. Les populations civiles sont les cibles du Hezbollah. Les résolutions de l'ONU, notamment la résolution 1700, est bafouée, et encore une fois dans l'indifférence la plus totale. Donc l'intérêt d'Israël, Daniel Saada, ce n'est pas seulement l'absence de frappe de riposte du Hezbollah à l'élimination de son chef d'état-major à Beyrouth, mais le retrait des forces du Hezbollah derrière le fleuve Litani. Vous savez, les solutions au conflit actuel ne sont pas très compliquées. Nous devons trouver une solution pour que la menace terroriste telle qu'elle s'est exprimée, particulièrement depuis le 7 octobre, puisse être trouvée dans la durée. Il ne s'agit pas simplement d'en cesser le feu. Vous savez, je le répète régulièrement, avant le 7 octobre, il y avait un cessez-le-feu avec le Hamas. Est-ce que cela empêchait l'attaque du 7 octobre? Est-ce que cela empêchait les massacres que nous savons? Est-ce que cela empêchait les prises d'otages, etc., etc.? Non. De la même manière que depuis la guerre, ce qu'on a appelé la deuxième guerre du Liban, il y avait un cessez-le-feu avec le Hezbollah. Est-ce que cela empêchait le Hezbollah de harceler notre frontière comme ils le font depuis maintenant plus de 10 mois? Non. Donc la solution n'est pas un cessez-le-feu. La solution est bel et bien le démantèlement de la capacité de nuisance de ces organisations terroristes, sans oublier bien évidemment le retour des otages qui reste une préoccupation majeure pour l'État d'Israël. Aucune solution de ce différend tel qu'on l'appelle aujourd'hui ne pourrait être envisagée sans le retour des otages. Mais sur le front nord, le désarmement du Hezbollah que vous appelez de vos voeux ne pourrait se faire autrement que par les armes? Il y a une résolution qui a été prise par l'ONU en 2006. Elle est bafouée, dans l'indifférence la plus totale. Alors, quelle solution pour la diplomatie? Nous avons ici les outils nécessaires pour permettre la sécurité et le calme à la frontière nord. Depuis 2006, il y a l'une des forces de paix ou de maintien de la paix, telle qu'on l'appelle, de l'ONU, la plus ancienne. Je crois que la FINUL est la plus ancienne des forces d'interposition et des forces de paix de l'ONU. Est-ce que cela empêche le territoire libanais de servir tous les jours, depuis le 7 octobre, d'attaques contre Israël, d'agressions gratuites? Est-ce qu'il faudrait revoir le mandat d'action de la FINUL au Sud-Liban? Je crois qu'il faudrait revoir essentiellement non seulement le mandat, mais la capacité de la communauté internationale, des pays amis du Liban, à pouvoir intervenir, à vouloir intervenir pour empêcher le Hezbollah d'attaquer Israël comme il le fait maintenant depuis plusieurs mois. Daniel Saada, j'écoutais tout à l'heure une interview à la radio israélienne de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Yaakov Amidror. Il pointait du doigt la manière dont les médias israéliens appelaient ou relayaient des appels à mener une attaque préventive contre le Hezbollah, voire même l'Iran. Un jeu très dangereux selon Yaakov Amidror. Est-ce que vous partagez son analyse?
Alors, je n'ai évidemment pas les capacités stratégiques, la compréhension stratégique qu'a Yaakov Amidror, mais c'est en effet une des options et une des attentes qui s'établit, parce que vous savez, l'essentiel de la population civile israélienne est aujourd'hui, alors évidemment ceux du Nord en particulier, se trouvent depuis maintenant plus de 10 mois dans une situation de guerre et d'angoisse extrêmement pénible. Depuis l'élimination d'Haniyeh en Iran, qui n'est rien d'autre que la réaction légitime d'Israël, l'action légitime d'Israël d'éliminer le chef d'une organisation terroriste qui nous a frappé en plein cœur, exactement comme les États-Unis l'ont fait en 2011 lorsqu'ils ont assassiné Ben Laden au Pakistan. Rien de différent. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'Israël, alors dans ce cas, il faudrait que nous rentrions dans une déflagration régionale ou dans une condamnation internationale comme nous le voyons aujourd'hui? Pourquoi ce qui a été autorisé, applaudi par la communauté internationale lorsque les Américains l'ont fait en 2011 au Pakistan, un pays souverain dans lequel ils ont agi pour pouvoir éliminer le chef d'une organisation terroriste qui les avait frappés en plein cœur. Je pense notamment aux attentats du 11 septembre. Pourquoi est-ce que ce qui avait été autorisé, applaudi, encouragé par la communauté internationale pour les États-Unis, pourquoi cela nous serait interdit? Alors, oui, il y a en effet une frange importante à l'intérieur de la population israélienne qui se dit que cette attente est absolument insupportable et que peut-être la solution serait une action préventive pour essayer de mettre un terme à cette attente absolument insupportable. Yaakov Amidror pointe ici le manque d'effet de surprise qu'aurait une telle attaque. Nous ne sommes plus dans la situation de l'équilibre dissuasif dans lequel nous étions avant le 7 octobre. Beaucoup de choses ont changé. Évidemment, après l'opération d'élimination d'Haniyeh, l'effet de surprise n'est plus là. Mais vous savez, l'effet de surprise n'est pas seulement la date à laquelle on intervient. L'effet de surprise, c'est aussi les moyens que l'on utilise. L'effet de surprise, c'est aussi les cibles que l'on arrive à atteindre. L'effet de surprise, c'est aussi la capacité que nous avons à remettre en question tout l'équilibre sur lequel le régime iranien repose aujourd'hui. Je suis convaincu que le régime iranien le comprend très bien. Je suis convaincu que le régime iranien comprend très bien qu'il a beaucoup plus à perdre que nous dans une déflagration beaucoup plus importante que celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec le président iranien Messoud Pezeshkian. Je le cite, une nouvelle escalade militaire n'aurait d'intérêt pour personne, a notamment indiqué le président de la République à son homologue iranien. Même message transmis à Benyamin Netanyahou. Quel rôle joue en ce moment la diplomatie française, en particulier sur ce dossier explosif libanais ? Il me semble que la diplomatie française a montré ses limites très très clairement depuis le 7 octobre. Comme je l'ai rappelé, le Liban est aujourd'hui, depuis maintenant plus de 10 mois, entre les mains du Hezbollah. Ce n'est évidemment pas l'intérêt du Liban de voir une déflagration régionale. Et pourtant, rien n'a été fait pour empêcher le Hezbollah de continuer de nous harceler comme il le fait depuis 10 mois. Cela montre, je crois, très clairement les limites de la diplomatie française dans ce pays. Et je le regrette énormément parce que la France aurait pu jouer un rôle. Je parle de capacité et je n'ai pas évoqué un autre terme, celui de volonté. Y a-t-il véritablement une volonté de la France d'intervenir pour essayer d'empêcher le Hezbollah de nous harceler comme il le fait? Je me dis qu'il y a peut-être des doutes aujourd'hui sur cette volonté française. Comment s'inscrit la crise du moment dans la perspective plus large, Daniel Saada, des tensions autour du programme nucléaire iranien? Certains ont postulé que des discussions pourraient avoir lieu entre le président iranien et Joe Biden dans les prochaines semaines, par exemple. Je crois que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui montre combien nous avions raison, combien le Premier ministre Netanyahou avait raison lorsque, en 2015, il s'était adressé au Congrès, vous vous en souvenez, à l'époque du président Obama, lorsqu'il avait mis en garde la communauté internationale, mis en garde les parlementaires américains, mis en garde les États-Unis contre le danger d'un accord avec l'Iran qui ne prenait pas en compte la capacité balistique de l'Iran, parce que nous sommes exactement aujourd'hui au cœur du problème. Pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui dans cette situation? Parce que l'Iran est doté non seulement
de cette volonté d'essayer d'acquérir l'arme nucléaire, mais également à développer depuis de très nombreuses années, et plus particulièrement dans les 10 dernières années, ces 10 dernières années clés depuis l'accord de Vienne de 2015, une capacité balistique hors du commun. S'il n'y avait pas eu cette capacité balistique, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc cela montre bien combien nous avions raison, combien nous avons raison aujourd'hui de répéter, de dire que l'Iran est le facteur majeur de la déstabilisation et le facteur majeur de l'instabilité au Proche-Orient. Selon le média Iran International, le président Pezeshkian aurait demandé au guide suprême Ali Khamenei, qui est, rappelons-le, le premier décisionnaire au sein de l'exécutif de la République islamique, de ne pas mener une attaque contre Israël, de peur des conséquences désastreuses que celle-ci pourrait avoir, que la riposte israélienne aurait ensuite sur l'économie iranienne. Quel crédit d'abord apportez-vous à cette information, Daniel Saada ? Et le cas échéant, est-ce que vous y voyez le signe d'une possible inflexion de la position belliqueuse et menaçante de Téhéran depuis l'élimination sur son sol d'Ismaël Haniyeh ? Je vous le disais tout à l'heure, l'Iran a beaucoup plus à perdre qu'Israël. Le régime iranien est un régime autocratique, est un régime qui, depuis plusieurs années, notamment dans la dernière année, dans les 2 dernières années, subit pour toutes sortes de raisons, notamment à cause d'un début le réveil de la contestation interne qu'il y a aujourd'hui au Liban. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au début de l'année dernière après le drame qu'il y avait eu contre une jeune fille iranienne qui avait été torturée et tuée par les gardiens de la révolution. Donc, je crois que l'Iran comprend le risque beaucoup plus important pour son équilibre interne que ce que nous avons. Alors évidemment, toute frappe contre Israël serait épouvantable, serait regrettable, serait condamnable. Évidemment, nous devons tout faire pour assurer notre sécurité. Mais in fine, en cas de déflagration entre Israël et l'Iran, je peux vous assurer que l'Iran a ici beaucoup plus à perdre. Et je peux imaginer, vous me demandez quel crédit je porte à cette information, je peux imaginer que cet élément est également pris en compte aujourd'hui par les autorités iraniennes. Mais vous y voyez le signe peut-être de divergence au sein de l'exécutif iranien et peut-être aussi avec l'appareil des gardiens de la révolution, plusieurs lignes qui pourraient s'affronter sur la réponse à apporter à l'élimination d'Ismaël Haniyeh. Ce n'est pas nouveau que plusieurs tendances s'expriment au sein de la direction iranienne, ce qu'on appelle en Occident les modérés et les conservateurs. Oui, il y a des lignes de fracture entre certaines tendances, même si fondamentalement ça reste un régime absolument nuisible et dangereux pour le Proche-Orient et pour la communauté internationale. Mais en effet, à travers ces lignes de fracture, il pourrait y avoir une petite inflexion qui s'exprimerait pour essayer de trouver une issue à la situation actuelle. Un dernier mot sur les États-Unis, Daniel Saada, où une polémique s'est ouverte après une rencontre entre la vice-présidente des États-Unis et candidate désormais démocrate à la présidentielle Kamala Harris et des représentants du mouvement Uncommitted dans le Michigan qui est l'un des États clés en vue d'une éventuelle victoire des démocrates face aux républicains en novembre prochain. Ce groupe qui appelle à des sanctions très fortes contre Israël affirme que Kamala Harris s'est dite ouverte à une discussion sur un embargo sur les armes destinées à Tsahal. L'équipe de Kamala Harris a démenti cela ces dernières heures. Est-ce que vous êtes néanmoins inquiet, circonspect devant qui pourraient être les grandes orientations diplomatiques de Kamala Harris au Moyen-Orient en cas de victoire au mois de novembre à la présidentielle ? Vous savez, incontestablement, nous savons qu'il y a aujourd'hui au sein des gauches, de l'ensemble des partis de la gauche dans le monde occidental, en Europe et aux États-Unis, au sein du Parti démocrate, il y a aujourd'hui une ligne extrêmement radicale qui est en train de s'exprimer. Et cette ligne radicale est particulièrement anti-israélienne. Nous le voyons en Europe, nous le voyons en France avec l'extrême gauche menée par Jean-Luc Mélenchon. Nous le voyons dans d'autres pays. Nous voyons ce qui s'est passé au sein du Labour en Angleterre. Incontestablement, il y a un mauvais vent, un vent extrêmement dangereux qui est en train de s'exprimer au sein des mouvements de la gauche occidentale. Au sein du Parti démocrate américain, ce n'est pas nouveau. Nous savons qu'il y a des éléments qui sont extrêmement hostiles. Je ne crois pas que la candidate actuelle, la vice-présidente actuelle, adhère à ces idées, à ces idéaux. Mais incontestablement, elle devra à un moment donné peut-être prendre en compte, essayer de manœuvrer avant les élections de novembre prochain pour ne pas
se retrouver en porte-à-faux avec une frange importante de l'électorat démocrate. Et pour leur donner des gages sur cette question très sensible au sein du Parti démocrate? Je vais répondre à la fin de votre question. Ceci dit, l'engagement américain n'est pas seulement idéaliste. L'engagement américain auprès d'Israël repose aussi sur la défense des intérêts stratégiques américains. Et je crois beaucoup en ces éléments extrêmement objectifs qui sont là pour défendre l'engagement américain auprès d'Israël. Vous savez, les États-Unis n'ont pas d'intérêt à voir le Proche-Orient s'enflammer, quels que soient les idéaux de ces idéalistes au sein du Parti démocrate, de ces radicaux, de ces éléments radicaux extrémistes. Je suis convaincu que l'establishment militaire stratégique américain comprend la nécessité de la poursuite de l'engagement et du soutien à Israël. Merci beaucoup Daniel Saada d'avoir été avec nous en direct dans le Grand Journal. Je rappelle que vous avez notamment été ambassadeur d'Israël en France. Cet entretien est à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Très bon après-midi. Merci Steve.